Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc, chaque week-end, on va faire le point ensemble sur les marchés. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas également les vidéos que je peux publier en cours de semaine. Et je vous remercie, bien entendu. Je profite de vous remercier de cet été, déjà pour vous souhaiter de bonnes vacances à celles et ceux qui auront la chance d'en prendre. Et pour vous remercier également de regarder ces vidéos, de les liker, de les partager, de commenter, de partager votre avis également. Voilà, ça fait d'une part, ça fait plaisir, et deuxièmement, ça permet également de toujours aller un petit peu plus loin. Donc ça aussi, c'est toujours profitable. Donc on va s'arrêter cette semaine à évidemment le CPI. CPI, donc l'inflation US est ressortie en hausse à 9,1%. Oh mon Dieu, l'inflation est toujours là. Donc si l'inflation est toujours là, ça veut dire que la Fed va appuyer. Si la Fed appuie, ça veut dire qu'on va aller vers la récession. Donc globalement, depuis 3 mois, peut-être 4 mois, je pense, c'est exactement ce qu'on se dit. C'est toujours la même chose. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est transitoire. Et transitoire, ça ne veut pas dire c'est temporaire. Donc, je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui disent et qui rigolent du mot transitoire. Je pense que, et j'avais fait une vidéo l'année dernière en disant, on se met sérieusement un doigt dans l'œil en utilisant le mot temporaire et ça va se retourner contre nous. Et évidemment, ce mot-là, temporaire, se retourne contre la Fed, la crédibilité également d'un certain nombre d'experts. Et même donc la crédibilité de ce nouveau mot qui est utilisé, qui est le bon, le mot transitoire. Transitoire, ça ne veut absolument pas dire court terme, on est sur de l'économie. On est, certes, les cycles, on peut se dire que les cycles ont accéléré sur les dernières années, etc. Mais on n'est pas non plus sur des choses qui se mettent en place en 3 mois. On est sur du paquebot. Et on a un désavantage, c'est que le paquebot est guidé par des banques centrales et des politiques qui ont des vues différentes et qui sont surtout l'un plutôt poussés par des vues de court terme pour contenter la population et en règle générale donc qui est dépensier et ces dépenses-là supportent la consommation et donc l'inflation. Et d'un autre côté, on a les banques centrales qui, elles, regardent essentiellement quoi? L'emploi et l'inflation, et qui regardent donc essentiellement des données qui bougent dans le temps, mais très lentement, et surtout, ils regardent des données passées. Donc il ne faut pas s'attendre des banques centrales qu'elles anticipent, non, elles réagissent toujours après coup. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'elles ont sous-estimé l'inflation, donc elles ont réagi encore plus tard qu'après coup, et ce qui se passe maintenant, c'est qu'elles surréagissent pour rattraper un petit peu la courbe, mais elles n'ont pas les moyens non plus de surréagir, puisqu'on l'a bien compris, la Banque centrale européenne en premier lieu, et ensuite la Banque centrale américaine, n'ont pas une marge de manœuvre énorme, puisque on doit relever les taux pour essayer de bloquer justement la hausse des prix, mais en fait c'est surtout, et on n'a pas d'impact sur l'énergie, aujourd'hui l'inflation c'est 50% d'énergie. Or, ce que je vous ai expliqué déjà dans de précédentes vidéos, c'est que si vous regardez les prix d'énergie aujourd'hui, c'est 50% de l'inflation, mais 20% d'entre eux sont guidés par la demande. 80% c'est du déficit d'offres. Or, ce qu'on a fait ces derniers temps, c'est supporter finalement le consommateur et l'entreprise pour qu'ils survivent au confinement et quelque part au crack Covid, mais on n'a absolument pas investi dans l'outil, on n'a absolument pas investi dans l'offre. Donc, on a investi, on fait du stimulus pour conserver un même niveau de demande, et en face, on a toujours le même déficit d'offres qui provient de la crise des subprimes et de plus de 10 années de deleveraging de tout le secteur. Ça, c'est pas nouveau, ça fait 2 ou 3 ans facilement qu'on peut en parler, et donc ça ne changera pas. Et vous avez besoin d'années, d'énormes investissements, et d'années pour pouvoir justement, à un moment donné, qu'on se retrouve à nouveau avec de la surcapacité. Alors là, la seule chose que l'on peut faire, du coup, c'est taper sur la demande. Et en effet, on va taper sur la demande, et donc tout le monde va s'exprimer, oh mon Dieu, la récession. Mais l'impact que cela va avoir sur l'inflation, d'une part, ça risque d'être temporaire, et deuxièmement, voilà, il ne faut pas non plus s'attendre à des miracles, et la problématique, c'est que le politique va re-rentrer, parce qu'une fois qu'on aura créé la décroissance, ça sera, oh mon Dieu, il faut sauver les gens de la décroissance, et donc on va arrêter le resserrement monétaire, on va arrêter le resserrement des taux d'intérêt, et le politique également
devrait normalement, très rapidement, il faudrait le faire le plus rapidement possible, parce que pour l'instant, on a les banques centrales qui, du coup, on est en mode pompier pyromane. Et là, toutes les mesures, aujourd'hui, les gouvernements continuent d'être inflationnistes. Conserver le pouvoir d'achat, etc., c'est inflationniste. Faire des chèques pour que les gens puissent continuer de payer leur plein, ça continue d'être inflationniste. On supporte les prix. Et pendant ce temps-là, en fait, on a l'inflation, c'est quoi? Ce n'est rien de plus que la dévaluation de la monnaie, et on le voit sur l'euro notamment. Tout le monde, évidemment, va vous parler du crack de l'euro, et donc du coup de la fin de l'Europe. Évidemment, le raccourci est toujours vite fait. Mais ce qu'on oublie évidemment de dire, c'est que même si on est à des niveaux d'endettement, en effet, qui sont très élevés, en termes de pourcentage sur PIB, on est sur un coût de cet endettement qui est moindre, parce que les taux d'intérêt sont quand même plus bas que ce qu'ils étaient en 2011, lorsqu'on était dans la crise grecque, et donc on a un coût de cette dette qui, pour l'instant, est toujours plus bas qu'auparavant. Donc on se retrouve évidemment avec l'idée de dire, si les taux continuent de remonter, ça va asphyxier les États, ça va asphyxier les entreprises, grosse crise évidemment, puisque personne ne peut repayer les dettes avec des taux qui remontent. Et c'est là où il faut se dire, à un moment donné, les banques centrales ont toujours des cartouches. Et c'est pour ça que je vous avais fait le rapprochement avec les années 40. Ces cartouches-là, il ne faut pas oublier les années 40, il ne faut pas oublier que les banques centrales touchent aux taux courts, et normalement on laisse les taux longs au marché, mais si ces taux longs venaient à remonter au niveau qu'ils devraient être avec ce niveau d'inflation, c'est-à-dire ils devraient être à du 6 ou du 7%, là évidemment qu'on asphyxierait toute l'économie, et qu'avec les niveaux d'endettement que l'on a aujourd'hui, ce n'est pas jouable, bien entendu. Et donc là, évidemment, on irait à la catastrophe. Donc ce qu'il faut bien se dire aujourd'hui, c'est que certes, les taux d'intérêt longs montent, mais ils ont également un plafond au-dessus duquel ils ne pourront pas monter, pour la simple et bonne raison que le but aujourd'hui des politiques et des banques centrales, c'est certes de quelque part créer de l'inflation, de quelque part créer de la récession pour baisser un petit peu l'inflation, mais de s'en garder quand même en rade. Pourquoi? Parce que cette inflation, elle permet de résorber la dette sans faire rien d'autre. Donc la dévaluation de la monnaie aujourd'hui permet de créer cette inflation qui permet elle-même de résorber la dette. Et tout ça, il faut le garder sous contrôle. Et c'est là, justement, donc on est sur une marge de manœuvre qui est très fine, puisque contrairement aux années 40, on est sur des niveaux d'endettement qui sont déjà maximisés, mais qui étaient déjà importants avant le Covid, donc on n'a fait que les redoubler, alors que dans les années 40, on était quand même sur des niveaux d'endettement qui étaient bas, et c'est la guerre qui les a fait exploser, et puis il y avait également une démographie qui était autre, bien entendu à l'époque, même si on peut toujours remettre l'immigration historiquement en Europe, ça a toujours été la solution qui a été choisie. Là aussi, après, ça prend la tangente politique, et c'est pour ça que je ne cesse de vous répéter que les banques centrales, oui, bien sûr, c'est très important, la gestion des taux, et elles peuvent, du coup, également, et à un moment donné, c'est ce qui est fait aujourd'hui, impacter les taux longs, pour éviter qu'ils montent trop fort, et qu'ils asphyxient l'économie à ce moment-là. Donc pour moi, les taux longs, oui, peuvent éventuellement continuer de s'apprécier, bien que là, on sent quand même qu'on a touché un plafond. Mais ce qui est important de bien comprendre, c'est que moi, je ne pense pas qu'il faut penser qu'on va se tirer une balle dans le pied, très bien, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, on peut certainement vivre avec une récession qui est créée, c'est ce que j'avais dit dans une vidéo, une crise qui est auto-infligée, mais quelque chose qui est plus pour normaliser, et ne pas oublier qu'il suffit finalement qu'on ait une année de PIB à zéro pour que l'inflation soit résorbée quasiment de moitié. Et la problématique également aujourd'hui, c'est que le dollar est très fort, et donc ce dollar qui est très fort va impacter même les Américains, ça impacte les Européens parce qu'évidemment ça renforce le prix de l'énergie, ça impacte les pays émergents, ça renforce ce prix de l'énergie, c'est là où c'est dommageable. Mais aujourd'hui, quand vous êtes en Europe, la BCE imprime des euros. Donc je veux dire, tout ce que l'on va faire, c'est on ne va pas à la faillite. Tout ce qu'on va faire, c'est imprimer plus. Donc tout ce qu'on va faire, c'est d'évaluer plus l'euro. Et donc on crée cette inflation et on soutient cette inflation, qui fait que la dette en valeur augmente, mais finalement en pourcentage va baisser. Mais il faut également soutenir la consommation, parce qu'il faut quand même qu'il y ait des rentrées d'impôts pour les États,
pour qu'on ne soit pas trop non plus en déficit. Donc il y a cet équilibre à trouver. Et évidemment, cet équilibre est plus difficile à trouver en Europe qu'aux US actuellement, parce que, d'une part, le dollar est fort. Donc là aussi, il y a un plafond à un moment donné au dollar fort. C'est que d'une part, ça va commencer à attaquer les fesses des États-Unis aussi, parce que ça va aussi attaquer les entreprises. Et c'est là où ça va être très intéressant au niveau des résultats d'entreprise, c'est que certes, ce qui éventuellement on va voir, c'est quelles sont les entreprises qui sont impactées par l'inflation, par la hausse des matières premières et qui n'arrivent plus à faire passer la hausse des prix au client, ou en tout cas le client cherche des alternatives ou achète moins, ou diffère complètement ses achats, donc des impacts sur les chiffres d'affaires, donc impact sur résultats. Mais surtout, ce qui va être important, c'est voilà, cet aspect justement du dollar fort qui va impacter les entreprises américaines qui font énormément de business dans le reste du monde. Et donc, un dollar fort, certes, on se hedge, et toutes ces entreprises-là vont se protéger, vont se hedger. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que lorsque vous avez une telle dévaluation qui est faite aujourd'hui de l'euro en si peu de temps, donc, quasiment aucune entreprise est complètement protégée contre ça. Donc là aussi, ça va être très intéressant de voir, potentiellement pas l'impact encore dans les chiffres du second trimestre, mais probablement dans les perspectives que les PDG peuvent dire. Et donc là, à un moment donné, là aussi, on se dit, bon, on sait très bien qu'il y a un moment donné où le dollar ne peut pas monter plus non plus, parce que ça va poser une problématique, parce que ça pose une autre problématique également, c'est que quand vous êtes étranger, il n'y a plus vraiment d'intérêt à aller acheter de la dette américaine. Parce que le dollar est trop fort, donc vous avez ce coût-là qui est trop important. Donc si vous réduisez l'achat de dette américaine, bon, ça veut dire que la Fed doit justement changer quelques lois pour que enfin, c'est pas des lois, mais bon, changer quelques normes pour que les banques puissent acheter encore plus de dettes américaines. Et en achetant encore plus de dettes américaines, c'est ce qui nous permet de garder nos taux à 3%, alors qu'il devrait être bien au-delà, à 5 ou 6%, et là, ça asphyxierait tout le monde. Donc, l'équilibre, si vous voulez, est délicat, mais aujourd'hui, on est justement avec plus de 100 ans d'expérience, et on sait très bien un petit peu qu'est-ce qu'on peut gérer. Donc, c'est là où il faut bien comprendre entre les lignes, si vous voulez. Évidemment, la Fed ne peut pas vous dire « je vais créer une récession parce que ça nous arrange bien ». Mais en soi, c'est ce qui est en train d'être fait, et c'est ce qui va être fait. Et donc, vous avez aujourd'hui des statistiques économiques sur l'inflation qui sortent, mais qui sont des statistiques déjà, je veux dire, on sait très bien que l'inflation ne va pas se résorber du jour au lendemain. On sait très bien que l'atteinte du pic, je veux dire, c'est pas on atteint le pic et dès le lendemain, pouf, vous reprenez, vous avez une désinflation de 2%. Non, on sait très bien que ça va se faire quand même crescendo. Pareil pour l'économie, on ne va pas avoir la récession demain. C'est des choses qui se mettent en avance. Mais là, tout ce qu'on a dans le brouhaha des marchés, c'est justement en fait la construction de ces différents scénarios, les constructions des sous-vagues de ces scénarios-là, parce que la récession va permettre de résorber une partie de l'inflation, mais ça va être temporaire. Ce qui va se passer ensuite, j'ai dû l'expliquer déjà dans d'autres vidéos, c'est que, évidemment, politiquement, on va devoir relever la tête. Donc, on va certainement reprendre du stimulus. Mais ce qu'on va devoir faire, ce n'est pas l'erreur précédente, c'est-à-dire de stimuler le consommateur. Il faut stimuler les investissements, il faut stimuler le capital, donc il faut faire de la politique fiscale. Et ça, c'est pour aller chercher des gains de productivité, pour aller chercher également des investissements. Aujourd'hui, on a un déficit énergétique, on a des déficits d'offres sur les matières premières, etc. C'est vers ça qu'il va falloir investir et faire du stimulus dorénavant, pas pour supporter le consommateur. Donc, ce que l'on veut, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Et ça ne se fait pas du jour au lendemain, évidemment. Créer des nouvelles capacités d'offres, pour pouvoir justement, plus tard, revenir à une inflation qui va être beaucoup moins volatile. Mais ça va prendre quelques années, et donc ce qui va se passer évidemment, c'est que quand on va vouloir restimuler l'économie, eh bien, on va recréer à nouveau de l'inflation. En tout cas, l'inflation ne va pas disparaître en fait. On risque d'avoir en effet une désinflation créée par une décroissance mondiale, mais ça sera une désinflation, voilà, comme je vous l'ai dit, à la marge, parce que la problématique même aujourd'hui de l'offre, c'est qu'on va rester en déficit parce qu'on paye plus de 10 années justement de non-investissement. Alors les investissements sont en train de repartir, etc., bien entendu, mais ce n'est pas non plus du jour au lendemain, ça prend du temps, et donc il va falloir que le politique arrive également pour évidemment insuffler un souffle nouveau. Et ça va créer derrière
les surcapacités futures qui permettront à un moment donné d'avoir le côté contraire, c'est-à-dire un choc d'offres. Parce que la demande, elle, va continuer d'être croissante, parce que la démographie mondiale est croissante, et qu'on a de plus en plus de gens, évidemment, qui veulent consommer, donc les besoins énergétiques sont croissants. Je vous refais pas le dessin, rien de nouveau, même si le mix énergétique change et qu'on a un peu plus de solaire, un peu plus de machin, un peu plus de trucs, il nous faut plus de charbon, même qu'on produisait avant, même s'il représente une part plus infime dans notre mix total énergétique, mais parce qu'on a des besoins énergétiques qui sont grandissants. Et donc là, on rentre ensuite dans la géopolitique, on rentre dans la stratégie, où c'est tous les enjeux de pouvoir également pour... ça a toujours été le cas, mais là, je veux dire, la guerre en Ukraine a un petit peu réveillé tout le monde. Il était temps, mais malheureusement, c'est pas en 2 décisions. Là aussi, c'est le côté transitoire, c'est 10 ans. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. On parle en décennies. On parle pas sur des niveaux là. Donc on se retrouve comme dans les années 40, plan Marshall, il va falloir investir, et on n'a pas d'argent, on est endetté parce qu'on sort de la guerre. Donc le seul moyen, c'est de contrôler les taux lourds, évidemment, de les maintenir bas, et à partir de là, du coup, de laisser filer l'inflation. Donc on est dans des taux nominaux qui sont négatifs, et à partir de ce moment-là, vous avez la dette qui est résorbée, vos taux qui sont maintenus bas, donc quelque part, au niveau coût de la dette, ça passe pour tout le monde, et on continue d'investir sur l'offre. Donc évidemment, on ne peut pas tout comparer les années 40, je ferai certainement une vidéo un peu plus détaillée, bien que j'en ai fait plusieurs certainement il y a 1 an ou il y a 2 ans sur le sujet, mais pour moi, on est dans ça. Mais après, en tant qu'investisseur, je veux dire, c'est là où vous ne devez pas vous faire piéger, c'est que vous devez comprendre que le marché il est également dans une anticipation. Donc vous avez l'inflation qui sort, le premier coup évidemment c'est de se dire oh mon Dieu, il y a encore de l'inflation, elle est encore énorme, peut-être que le mois prochain elle va encore monter, on sera à 9,3. Puis le mois d'après peut-être qu'on va commencer à passer à 9,1, ce genre de choses. Mais ça restera de l'inflation forte. Donc ce qu'il faut se dire c'est que la construction du pic, ça n'enlève absolument pas l'inflation. C'est juste que pour le marché, c'est de se dire à un moment donné maintenant, je sais que ma Fed va augmenter ses taux, certainement de 75 points de base, je ne crois pas trop aux 100 points de base tout de suite, mais plus ma Fed est agressive et monte ses taux rapidement maintenant, peut-être 0,5 de plus en septembre, plus ça nous rapproche également du moment où l'impact que sa hausse des taux courts va avoir sur les taux longs va être trop importante et il va falloir qu'elle temporise. Il va falloir qu'elle se bloque, pas parce que l'inflation est toujours là, manque de bol, on file des chèques pour que tout le monde paye son gallon d'essence, donc forcément on ne réduit pas la demande, mais tout ça va arriver, hein. Vous le voyez sur les futurs, on a la baisse du pétrole, on a la baisse d'énormément de matières premières, mais là aussi il faut bien vous dire qu'entre le prix spot du futur et entre le moment où vous avez le producteur qui achète et qui ensuite va passer cette baisse des prix éventuelle, alors il ne la passera pas la baisse des prix évidemment, mais il n'y aura plus d'augmentation au consommateur final, c'est des mois. Donc c'est là où il faut bien faire la part des choses également entre les stats qui sortent et vous, comment vous le vivez au quotidien et l'impact sur des entreprises. Donc on est bien sur des statistiques retardées et la Fed ne va pas anticiper, et elle se base sur des statistiques retardées. Donc globalement, on sait très bien que la Fed va continuer du coup à resserrer alors qu'on voit bien qu'on va au pic. Mais on n'attend pas, vous savez, c'est l'histoire du paquebot, on a tourné le gouvernail, mais on n'attend pas que le paquebot commence à tourner avant de reprendre des décisions. On voit que le paquebot ne tourne pas, on est pressé politiquement parce que, oh mon Dieu, Biden est au plus bas dans les sondages, il y a les midterms, vous comprenez, etc. Donc, et on y va. Et donc c'est là où les erreurs sont faites. C'est la même chose qu'en trading. La problématique, c'est quand vous prenez trop de décisions et que vous augmentez les probabilités de faire une erreur à ce moment-là. Donc c'est exactement de ce dans quoi on est. Mais là, ce qu'il faut bien se dire derrière, c'est, ok, mais quelle est la mentalité du marché? Donc moi, j'ai toujours parlé d'à-coups. Les à-coups, c'était de dire, on était ennemi public numéro 1, inflation, et par à-coup, on se disait, ah, attention quand même, on va se taper une récession. Ah, attention, il va falloir jouer la récession. Et petit à petit, c'est la récession qui devient le sujet principal, et par à-coup, on revient sur, ah ouais, mais l'inflation n'est pas tout à fait partie. Ouais, ça va durer peut-être un peu plus longtemps. Et donc c'est bien, vous devez comprendre un petit peu ce melting pot, parce que c'est ça qui fait la construction en fait. C'est-à-dire, vous avez 2 camps et ils se battent. Ils se battent et petit à petit, il y en a un qui prend une tranchée, il y en a un autre qui fait une contre-attaque, etc.
Et en fait, c'est ce qui crée votre construction-congestion. Et ensuite, on attend le sens de sortie. Et le sens de sortie, c'est ce qui va donner finalement, pas le vainqueur final, mais celui qui va prendre le dessus. Et là, on était sur le dessus, inflation, 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 inflation. Maintenant, la récession commence à réussir à compenser et à neutraliser l'inflation. Je parle en termes de flux, en termes de scénarios choisis et donc de flux qui vont sur les cycliques et les technos et la croissance évidemment. Et ensuite évidemment, il y en a un qui va émerger de l'autre. Donc c'est dans ça qu'on est. Et c'est ça également qu'il faut voir un petit peu. Donc là par exemple j'ai le 20 ans, c'est que vous avez une tendance baissière. Donc l'argument principal aujourd'hui c'est toujours la hausse des taux. Donc c'est toujours, donc là c'est l'obligataire, c'est-à-dire que si les obligations montent, les taux baissent et inversement. Mais ce que l'on a depuis quelque temps, vous le voyez, c'est qu'on a toujours des stades d'inflation qui sortent très forts, mais on a touché un bottom. Et on est en train de construire finalement un bottom sur ce niveau-là. Mais tant que vous ne cassez pas par le haut ici, tant qu'on ne fait pas un truc comme ça, l'argument récession aujourd'hui, c'est un argument décroissance et pas « oh mon Dieu, on va s'en prendre une sévère ». Si on commence à casser ici par le haut et qu'on commence à prendre une tangente assez forte, et que donc on a une décroissance des taux assez forte, ça veut dire qu'on a énormément de flux qui vont venir sur l'obligataire, pas parce que ça rapporte, non, ça rapporte toujours moins que l'inflation, bien entendu, vous êtes en taux négatif, mais ça vous protège quelque part, c'est-à-dire qu'au lieu de perdre, c'est du hedging par rapport à votre portefeuille, donc vous allez aller chercher quelque chose où vous perdez, mais vous savez déjà combien vous perdez à l'avance. Plutôt que marché, action, etc. Vous ne savez pas si vous allez vous en prendre une encore de 10%, etc. Donc, et d'un autre côté, vous avez toujours des actions, parce que pour moi, il n'y a toujours pas d'alternative, et que les taux à 3%, on peut se dire, ouais, ça commence à payer un petit peu par rapport aux dividendes, mais vous avez toujours des sociétés qui payent 6, 7, 8% de dividendes aujourd'hui, qui sont des sociétés value, et qui vont continuer de les payer, qui sont des valeurs énergétiques. Donc aujourd'hui, d'un point de vue rentabilité, même si on va chercher que du rendement, c'est toujours les actions qu'on va privilégier, et pas de l'obligataire. Donc, et en plus, aujourd'hui, à 9% d'inflation, vous n'avez pas beaucoup de rendements qui sont au-dessus, et qui conservent le capital de l'action, c'est ça qui est important, pour moi aussi. Donc, mais vous en avez quand même quelques-unes. Et après, il ne faut pas regarder, il y a beaucoup de personnes qui vont vous parler du S&P et qui vont vous dire les dividendes sur le S&P, ils sont finalement proches des 3%. Donc les obligations commencent à devenir plus intéressantes. Ouais, mais n'oubliez pas que le S&P a énormément changé dans les années précédentes et a gagné 25% de valeur de croissance. Or, ces valeurs de croissance ne payent pas de dividendes. Donc c'est-à-dire que dans votre dénominateur commun, vous avez réduit la part de valeur énergétique, leur pondération, et donc le calcul quand vous regardez combien paye le S&P en dividendes, c'est réduit. Par contre, regardez le secteur énergie, vous allez vous retrouver à 5, 6, 7%. Et sur des tendances qui, certes, ont baissé dernièrement et qui ont proratisé avec la baisse du pétrole, etc., mais qui vous donnent aujourd'hui toujours une performance annuelle qui est correcte et en plus le rendement. Donc c'est la protection, entre guillemets, ça a été la protection jusqu'à maintenant. Donc c'est ça aussi qui est important. J'avais fait une vidéo, c'est l'illusion des indices, et c'est tout ce qu'on va vous raconter sur des indices où il faut rentrer un peu plus dans le détail et pas juste prendre la stat comme ça brute, parce qu'on peut y faire dire tout et n'importe quoi. Donc ce qui m'intéresse pour moi, c'est le 20 ans ou le 10 ans américain, peu importe, mais ce qui va m'intéresser, c'est maintenant, c'est ce qui se passe maintenant. Donc là, on a neutralisé la situation. Ça se trouve, ça va casser par le bas et on relance la hausse des taux. Mais comme je vous l'ai dit, il y a une limite à cette hausse des taux. Les banques centrales, à un moment donné, seront obligées d'intervenir. Et il y a une limite à la hausse du dollar également, c'est-à-dire que la BCE va devoir monter ses taux certainement de 0,5%, alors peut-être pas en un coup, mais ça serait bien quand même, parce qu'il faut quand même que l'on puisse réduire la charge inflationniste du fait qu'on ait la dévaluation de l'euro par rapport à l'importation du prix de l'énergie qui sont en dollars. Donc ça serait bien déjà de redonner un petit peu de souffle à l'euro en augmentant les taux de la BCE, mais la BCE a encore moins de marge de manœuvre, elle ne peut pas monter ses taux à 2 ou 3%, puisque ça asphyxierait également tout l'endettement des États et des entreprises. Donc elle a encore moins de marge de manœuvre. Par contre, à un moment donné, il faut bien comprendre que les différentes banques centrales et les pays vont s'entendre également. C'est-à-dire que ce qui peut être très intéressant, c'est que chacun commence à acheter la dette de l'autre.
Et donc pour ça, on peut très bien voir justement une volonté des Américains de faire baisser justement leur dollar, parce qu'en plus ça les arrange bien, donc au moins pendant un temps, et en ce faisant, de pouvoir renforcer des achats des banques centrales japonaises ou européennes de trésors américains. Ça va permettre de garder les taux longs bas, et les États-Unis vont eux-mêmes aller acheter de la dette étrangère pour également, et qui va aider à maintenir les taux bas. Donc c'est pour s'aider entre guillemets mutuellement. Tout ça évidemment dans le combat éternel avec la Chine, puisque la Chine elle est en zéro Covid, elle est en train d'essayer de relancer son économie, elle est accommodante. Alors elle baisse un petit peu ses accommodations, c'est pas trop fini cette politique zéro Covid, on n'en voit plus trop la fin, mais globalement on se retrouve dans la même difficulté, c'est que la Chine de demain ne sera pas la Chine d'hier, donc on se retrouve également avec une démographie là aussi qui tendra dans les décennies à venir à baisser, et donc il ne faut pas oublier que ce surplus justement démographique et de main-d'œuvre pas chère a permis finalement la déflation ces 10 dernières années. Or, là, on va se retrouver avec une base moindre, et donc ça va devenir de l'inflation également qui va être importée. Donc on est toujours dans cette coopération mondiale et dans cette mondialisation, mais de plus en plus avec, ne serait-ce qu'un retrait de 5%, c'est énorme, une relocalisation. Et comme vous avez des conflits, c'est ce que j'avais expliqué déjà, je sais pas, il y a une bonne année dans une vidéo, c'est que vous avez également des entreprises qui doivent relocaliser un certain nombre de stocks, etc., ne serait-ce que pour diversifier et donc pour dérisquer. Et ça a des coûts supplémentaires. Et tout ça également, c'est inflationniste. Donc, c'est pas parce que on va réussir de par une décroissance auto-infligée à réduire et à désinflater pendant quelques mois, qu'on ne relancera pas l'inflation d'une manière plus linéaire, moins exponentielle, parce que là c'était exponentiel vis-à-vis réouverture, etc. Mais ensuite d'une manière plus linéaire, parce que on continuera à faire du stimulus, parce qu'il faut toujours investir plus, et on contrôlera les taux longs à ce moment-là. Et les matières premières, c'est pas demain que vous allez résoudre les problèmes de sous-capacité. Donc, et il faudra continuer d'investir dans tout ça, et ça prendra des années. Donc voilà un petit peu pour tous ces éléments, et c'est toujours la prise de recul qui est importante, c'est de bien comprendre que le marché, lui, il joue peut-être 2 coups à l'avance, mais pas 5. Donc ce qu'on joue là, c'est oh mon Dieu la décroissance, mais après à un moment donné, on jouera potentiellement, ah ouais, mais les banques centrales, finalement, elles n'impactent pas trop la désinflation. Certes, on en a un petit peu, mais en fait, on va avoir un petit peu de décroissance. On va rester avec une inflation, certes qui va baisser, mais qui va rester forte. Donc, on va peut-être jouer à un moment donné le scénario intermédiaire stagflation. Et après, on va rejouer un scénario où vous avez une inflation qui est toujours là, où c'est certainement du 3-4% la nouvelle norme, et une croissance qui peut être qui est à 2 ou 3%. Et on joue comme ça ensuite pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'on arrive à créer des surcapacités d'offres, ça prendra du temps, sur un certain nombre d'éléments, et que là, on se retrouve à un moment donné à la prochaine crise où vous avez une baisse de demande, surcapacité d'offres et schéma inverse. Mais ce n'est que cycle, tout n'est que cycle. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus, mais c'est pour moi super important parce que on peut tout dire actuellement. Mais ce qu'on ne peut pas dire, évidemment, et ce qui fait évidemment recette, c'est le crack. Mais il ne faut pas oublier que l'Europe et les États-Unis, je vais prendre que ces exemples-là, détiennent leur dette, et c'est de la dette dans la monnaie qu'ils peuvent imprimer. Donc la seule chose qui peut arriver, ce n'est pas la faillite, c'est la dévaluation. C'est ça le plus gros risque aujourd'hui, et vous le voyez avec l'euro, c'est de continuer la dévaluation. Mais à un moment donné, vous savez que ça va commencer à créer des fissures, et ça crée déjà des fissures aujourd'hui en Europe, et donc c'est pas dans l'intérêt non plus des US de continuer aujourd'hui d'avoir un dollar qui se renforce, parce que ça crée des fissures chez eux aussi, et chez leurs partenaires. Et donc, si ça crée des fissures chez leurs partenaires, ça crée des fissures également de manière systémique chez eux aussi. Donc, on va continuer d'avoir de la coopération, mais on va continuer d'avoir de la guerre des monnaies. Et c'est là-dessus que ça va se jouer. Allez, je passe. Donc l'idée, c'est que ce qui m'intéresse pour moi, c'est le 10 ans américain, ou le 20 ans américain, et en fonction de ça, je sais quel scénario on va jouer. Mais ce que je comprends également, c'est que même si on joue le scénario de « Oh mon Dieu, c'est la récession », on reste dans une tendance qui est baissière. Et donc, ce qu'il faudra, après avoir joué « Oh mon Dieu, c'est la récession », on jouera « Oh mon Dieu », les banques centrales vont relancer leur accommodation,
les politiques aussi, et ça va être à nouveau inflationniste. Peut-être pas avec une inflation en mode exponentiel comme on a connu, mais quelque chose d'un peu plus linéaire. Donc voilà, j'ai bouclé la boucle. On prend l'analyse classique, c'est le Brent. Donc le Brent, on voit, a pas mal corrigé, ça permet d'écrire pas mal de choses, mais ça reste une tendance haussière. Donc c'est ça aussi qui est important, c'est que je veux dire, même si le Brent revenait au niveau des 85 $, ça reste un pétrole cher, hein, donc à ce niveau-là. Donc c'est juste qu'on résorbe un petit peu éventuellement les excès, mais ça reste un pétrole cher. Donc là, pour moi, on rentre un petit peu dans la congestion, c'est le ventre mou, c'est-à-dire 85 $, 90 $, c'est la zone de support, 110 $, 120 $, c'est la zone de résistance, et au milieu, vous pouvez zigzaguer, c'est neutre. Donc on rentre un petit peu dans cette neutralisation, et il faut patienter et attendre. Soit on relance la hausse, et oh mon Dieu, l'inflation repart, soit on va chercher un petit peu plus bas, et oh mon Dieu, on va vraiment se taper une récession, etc. Mais en même temps, c'est voulu, c'est choisi, et c'est parce que, contrairement aux années 70 où on remontait les taux très fortement parce que l'endettement était pas si élevé que ça, et donc on pouvait se le permettre, là on peut pas, l'endettement est trop élevé, et par rapport aux années 40, on n'a pas non plus la même démographie, et on n'a pas non plus les mêmes problématiques comme j'en ai parlé plus tôt dans les vidéos. Mais bon, je ferai peut-être un article pour résumer tout ça, etc. Donc voilà, au niveau du pétrole, pour moi, je dirais, on est revenu à quelque chose d'assez neutre. Ce qu'il faut regarder aussi, c'est le cuivre. Le cuivre, vous le voyez, nous explique bien quand même que, bon, la Chine va pas trop fort, donc je veux bien la décadence de l'empire américain. Pour l'instant, le dollar est au plus haut. Et il ne faut pas oublier que la Chine est quand même fragile aussi. Donc on aura certainement un rebond technique, ce que vous voulez, mais avant de retourner à la hausse, vous voyez cette tendance sur le cuivre, ça va mettre du temps, hein, ça mettra quand même pas mal de temps. Ensuite, on va regarder le CAC 40, parce que j'allais l'oublier. Donc notre CAC 40, aujourd'hui, il a fait une bonne séance, donc ça c'était intéressant. Donc vous le savez, ça fait un petit moment qu'on essaye de se dire, tiens, on va jouer la carte positive, etc. On s'est fait un petit peu peur hier, donc c'est là où les tailles de position sont importantes, les trop grosses tailles de position, ben moi ça m'a rendu un petit peu fébrile, mais c'est ma faute à moi. En l'occurrence, lui, le marché a gardé sa volatilité, mais parce qu'on se bat entre les différents scénarios, mais en l'occurrence, ce qui est en train de gagner, c'est que au niveau de l'inflation, globalement, on a vu le pire et on est plutôt en train de jouer ce qui va se passer ces prochains mois. Maintenant, l'enjeu, c'est les résultats des entreprises. Et surtout, je dirais, au-delà de ces résultats-là, c'est plutôt les perspectives des PDG pour la fin d'année. Et là, savoir est-ce qu'on joue les résultats ou pas, c'est osé. En période de vacances où on sent quand même que les carnets sont bien creux, il va falloir faire ça au cas par cas. Globalement, et je pense pas trop jouer. Donc voilà, on a un rebond, potentiellement il devrait se prolonger la semaine prochaine, mais après je prendrai pas trop de risques globalement sur les différents aspects. Il faudra voir un petit peu comment ça congestionne l'affaire. Donc là, pour moi, au niveau on est repassé au-dessus des 5960, donc au-dessus de ce niveau-là, à très court terme, je vais rester positif sur la capacité d'aller chercher 6150, 6130, 6150 et potentiellement en extension cette zone de gap. Après, je ne vous parle pas encore des 6003 et des poussières, j'en avais parlé je crois dans des vieilles vidéos, on va déjà procéder par étapes. Ça reste du rebond technique ou rebond prolongé, comme j'en avais parlé peut-être la semaine dernière, qui peut se mettre en œuvre, mais en aucun cas un retournement de tendance. C'est bien là aussi qu'il faut faire la différence et bien comprendre qu'on reste dans des tendances qui sont dégradées. On va juste essayer de jouer un rebond un peu plus, avec un delta un peu plus fort. Le Nasdaq également, on a joué à se faire peur hier, mais on a tenu. Donc on est en train petit à petit de dégrossir la figure de congestion. On a réussi à revenir au-dessus des 11007, donc là aussi au-dessus des 11007, je vais rester positif sur la suite. Et l'enjeu maintenant, c'est la congestion ici, et d'en sortir par le haut, et donc de réussir à libérer au-dessus des 12002 la fermeture de ce gap-là, et cette zone des 12005, 12006, qui sera déjà un premier gros morceau avant de commencer à parler des 12008, mais voilà un petit peu pour l'affaire. Donc globalement, ce que le marché nous indique, c'est que c'est pas rose, hein.
mais on a peut-être commencé, on a déjà intégré un petit peu le pire du pire. Alors évidemment, s'il y a des nouvelles news qui sortent, qu'on n'était pas au courant, etc., le marché n'appréciera pas. Mais aujourd'hui, le marché nous indique quand même qu'il y a énormément d'acheteurs qui ont été là pour supporter les mauvaises nouvelles, ce qui nous fait dire qu'on est en train de jouer l'amélioration de ces mauvaises nouvelles. Pas que, comme par enchantement, ça va devenir fabuleux, mais ça s'améliore. Et des fois, voilà, le marché a juste besoin de jouer l'espoir de l'amélioration. Maintenant, ces espoirs d'amélioration, il ne faut absolument pas croire que c'est des retournements de tendance long terme. Hein. On est sur quelque chose encore de court terme aujourd'hui, donc il ne faut pas aller plus vite que la musique non plus. Mais on en profite, on aura peut-être quelque chose qui durera un peu plus de 2 jours. Ça pourra éventuellement reposer un petit peu les méninges des traders un petit peu plus actifs et jouer peut-être des débuts de tendance. Donc voilà, l'idée là aussi. Au niveau, donc il ne faut pas oublier, au niveau du gold, la problématique, c'est pas l'inflation la problématique c'est le resserrement monétaire. Donc ça veut dire qu'en gros, si l'inflation est toujours forte, si mon emploi est toujours fort, mon économie, certes, on a peur de la décroissance, mais elle reste suffisamment forte, ça veut dire que la Fed a carte verte pour continuer à réduire son bilan et continuer justement à augmenter ses taux. Donc du coup, avec une inflation forte, les taux réels négatifs, on est dans des éléments où l'or où vous n'avez pas de rendement est complètement sorti. Donc il n'y a plus de hedge. Donc par contre, ce qui sera très intéressant, c'est quand justement le marché commencera à jouer véritablement la récession, véritablement le fait que les banques centrales vont devoir temporiser, là on commencera à rejouer le côté accommodant et donc la création monétaire à nouveau, et à ce moment-là, l'or reprendra de la valeur. Mais là, vous le voyez, on a cassé le schmilblick. Il y a du rebond technique à jouer parce qu'on est en train de revenir, vous voyez, sur des niveaux là, de 2021. Et surtout, quand vous regardez sur du long terme, c'est là aussi où il faut quand même prendre la mesure un petit peu de là où on vient et ce qui est en train de se construire. Si j'ajuste un petit peu mes choses, voilà, il faut quand même se dire qu'on est encore dans des constructions de figures très larges et qu'on ne remet pas en cause la tendance haussière de fond. C'est ça qui est important. Mais à court terme, on le voit tout de suite, hein, vous avez des sorties directes de capitaux. Silver, évidemment, c'est la même idée. Donc rien à dire, et on revient sur des niveaux de pré-Covid et de post-Covid, et qui pour moi sont des niveaux intéressants. Parce qu'à un moment donné ou à un autre, hein, même chose ici, on commencera à jouer du rebond technique, et après on jouera la temporisation, et petit à petit, ça se combattra entre ceux qui pensent que la Banque centrale va continuer de resserrer, etc., et ceux qui pensent qu'elle va temporiser. Et dites-vous bien que chaque hausse de taux de la Banque centrale nous rapproche vers la temporisation, parce que comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, il y a une limite, il y a un plafond, ils ne peuvent pas non plus remonter les taux à la mode Volcker, parce que tout simplement, on n'a pas, d'un point de vue endettement, on n'a pas la capacité aujourd'hui de pouvoir survivre, et évidemment, le but, c'est pas de bousiller l'économie. Alors après, ils peuvent faire des erreurs, bien entendu, et nous mettre dedans, mais c'est quand même pas leur but, et moi, je n'adhère pas au discours de dire que c'est des branquignoles et de dire que je ferais mieux qu'eux. Il faut comprendre qu'on n'est pas là sur un édifice qui anticipe, on est là sur un édifice qui réagit. Donc à partir du moment où on réagit, on sait très bien qu'on est toujours en retard. On est toujours en retard sur tout et on va sous-estimer et surestimer forcément. Mais c'est clairement pas leur but et pour l'instant, ils ont une double mission. Ils savent très bien qu'ils doivent casser un petit peu les pattes arrière de l'économie pour résorber un petit peu l'inflation avec un gouvernement qui continue de faire du plan pour maintenir la consommation. Or, ce qu'il faudrait faire, c'est du stimulus pour augmenter l'offre. C'est ça qui serait le plus important. Mais ça prendra des années, et évidemment, la population ne comprend pas, et donc on combat entre la vision de court terme et ce qu'il faudrait faire avec une vision de long terme qui serait bien plus meilleure utilisatrice des capitaux à plus long terme, et ça, évidemment, la population à court terme ne le comprend pas, et donc on aurait vite fait de virer tout le monde, surtout si on commence à nouveau à dire qu'il faut se serrer la ceinture. Parce que là, ça va être la grosse problématique, c'est qu'il n'y a aucun gouvernement qui va pouvoir annoncer « il faut qu'on se serre un petit peu la ceinture ». Il n'y a personne qui va le comprendre, alors qu'on a passé à raser gratuit pendant 1 an, 2 ans avec le Covid.
Donc c'est là aussi où on rentre dans des forces et des dualités en présence entre les décisions de court terme et les décisions de long terme. Et pour moi, c'est là où je vous dis que c'est les politiques là, de ces prochaines années. On le voit avec les augmentations de taxes d'un côté, etc. Mais surtout, l'utilisation de cet argent-là, non pas pour sauvegarder le pouvoir d'achat, mais pour aller augmenter l'offre, pour faire du stimulus sur l'offre. Et ça sera créateur d'une offre supplémentaire, ça sera créateur d'emplois, ça sera également créateur justement d'une meilleure normalisation plus tard de l'économie avec moins de volatilité. Si vous continuez à supporter le consommateur, ben vous continuez de conserver une grosse volatilité dans votre cycle, dans votre sous-cycle. Voilà, mais bon, je ne suis pas économiste non plus, et il y a certainement quelque chose que je ne vois pas, c'est même sûr et certain. Donc voilà, il faut évidemment prendre tout ce que je dis avec des pincettes, l'intégrer à votre propre vision du monde et à votre propre profil d'investissement et horizon. Ne l'oublions pas, parce que il y a des cycles, il y a des sous-cycles, et il faut savoir qu'est-ce que vous avez envie de jouer.